Salut à tout le monde, salut la Saint Team, Vlado, l'agent Vlado ici aujourd'hui pour vous faire un petit débrief et une preview. On va lancer un grand chantier d'été, on va essayer de vous présenter toutes les équipes de Ligue 1 cette année, du plus petit au plus gros on va dire. Donc on va essayer d'être assez complet dans nos analyses et dans nos previews sur ces différents clubs. Et aujourd'hui j'en ai un à vous présenter. Ils ont fini troisième l'année dernière en championnat. Ils sont toujours en course pour jouer la prochaine Ligue des Champions. Je parle bien entendu de l'AS Monaco, un club qui me tenait à cœur et que je suis encore un petit peu. Donc on va essayer, je vais vous montrer un petit peu tous les aspects, leur bilan de la saison dernière, mais aussi les mouvements à l'intersaison et ce qu'il faudra attendre de cette équipe sur ce championnat 2021-2022. Alors à l'heure où on se parle, le championnat a déjà démarré, la première journée est déjà passée, mais on va essayer de faire abstraction et de regarder sur tout ce qui peut se passer de septembre à juin de l'année prochaine. Voilà, c'est parti. Alors, pour commencer, l'AS Monaco tout d'abord, troisième la saison dernière. Peu de gens l'attendaient à ce niveau, pour être honnête. Ils ont vu débarquer un nouveau coach, Niko Kovac, qui est arrivé après s'être fait limoger du Bayern Munich. Quelqu'un qui ne connaissait pas forcément le championnat, qui ne parle pas la langue non plus, avec des méthodes et des préceptes assez originaux pour la Ligue 1, qui constituent notamment beaucoup de courses, beaucoup d'appels de la part des joueurs. Donc ça demandait forcément un ajustement avec une énorme capacité physique, des dépassements de poste aussi. Donc on a vu une nouvelle équipe, un nouveau style de jeu à l'AS Monaco. Alors au début c'était pas forcément gagné. Il y a eu des scores assez fleuves avec une défense passoire par moment. Et au fur et à mesure, ça s'est mis en place. Et de janvier jusqu'à la fin de saison, ça a été l'équipe la plus prolifique en termes de points, il me semble. Et ils finissent par accrocher cette troisième place, synonyme de barrage pour la Ligue des Champions. Donc c'est en cours. Première étape passée avec le Sparta Prague. Maintenant, il va y avoir le Shakhtar Donetsk. Un gros morceau habitué de la Ligue des Champions qui a battu le Real Madrid 2 fois l'année dernière. Euh, Tout de suite pour le dire, la saison dépendra beaucoup de la qualification ou non pour cette Ligue des Champions. Clairement, l'ASM a fait un recrutement assez cohérent, assez compact pour doubler les postes. On a l'arrivée d'un nouveau gardien qui a été intronisé numéro 1 par Kovac, l'allemand Alexander Nübel, qui était un peu considéré comme le futur Neuer, mais qui a jamais vraiment montré toutes ses capacités. Donc on espère, et les supporters monégasques surtout espèrent qu'il va pouvoir se relancer et montrer ce qu'il vaut à l'AS Monaco dans une équipe qui va jouer l'Europe. Ensuite, il y a eu un petit peu de recrutement partout dans les lignes. On a un certain Ismail Jacobs qui est arrivé pour environ 7 millions du championnat allemand également, qui a été au JO, qui a fait les espoirs aussi, le championnat d'Europe espoir avec les Allemands. Un piston gauche qui peut jouer aussi bien latéral qu'un peu plus avancé, donc une bonne solution en remplacement de Caio Henrique. Alors est-ce que cela signifie que Henrique peut partir? On ne sait pas, c'est possible. On sait que ça a été un élément assez convoité du groupe monégasque, au même titre que par exemple un Chouameni ou Fofana. On va voir, il y a encore une vingtaine de jours avant la fin du mercato, rien n'est impossible. Même si les dirigeants l'ont dit, leur volonté c'est la stabilité et il n'y a aucune obligation à vendre des joueurs. Après, si une offre assez dingue arrive pour Caio Henrique, je pense que le directeur sportif, M. Mitchell, et le coach monégasque vont forcément se poser la question, sachant qu'ils viennent d'amener un backup sur ce poste. Ensuite, on a eu Jean-Lucas, pardon, Jean-Lucas à la française, bien comme il faut. Jean-Lucas qui arrive de Lyon, qui a été prêté à Brest la saison dernière et qui a fait une assez bonne saison avec Brest, qui va renforcer un petit peu le milieu, avec forcément en titulaire indiscutable Chouameni Fofana, mais Jean Lucas peut aussi apporter quelque chose d'assez intéressant
avec eux. Il y a Fabregas qui est là pour un peu chapeauter tout ce beau monde, sachant que la moyenne d'âge est quand même encore assez jeune à l'AS Monaco cette saison. Euh, on a eu aussi Myron Boadou qui est arrivé, un grand espoir néerlandais qui remplace numériquement Jovetic, parti libre à l'Hertha Berlin. Beaucoup d'espoir dans ce joueur, beaucoup de promesses. On a vraiment envie de voir ce qu'il va donner sur le championnat français. Bienvenue à lui. On va en reparler un petit peu après. Ça peut être une des révélations de la saison. À voir comment va être géré son temps de jeu entre Ben Yedder, Folland devant. On a d'autres attaquants derrière, un peu plus jeunes, mais qui ne font pour l'instant pas encore partie entièrement du groupe, qui sont là plutôt par intermittence. Donc Boadou a vraiment de la place pour se montrer dans cet effectif. Voilà pour les recrues notables. On a aussi quelques retours de prêt. Je pense à Pavlovic en défense centrale, qui peut être une bonne solution, qui commence à être intégré de plus en plus. Et ça m'étonnerait pas de le voir avoir un peu plus de minutes cette saison à l'AS Monaco. Peut-être que je serai contredit dans les prochaines semaines et qu'il va repartir en prêt. Mais j'ai espoir que Kovac le conserve. C'est quand même un alliage de vitesse et de physique. Un international serbe déjà, avec vraiment une intelligence de jeu et de placement qui peut apporter quelque chose à cette défense de l'AS Monaco, parce que j'y viens. Ce qu'on pourrait attendre de l'AS Monaco cette saison, pour moi, c'est une attaque assez flamboyante, mais je vois toujours les mêmes soucis en défense. On a toujours un peu d'irrégularité défensive, avec des erreurs, parfois des oublis. On a une charnière d'Issazi, Badiachil, et on a ce système un peu hybride où ils sont à 3 défenseurs en phase d'attaque et à 4 en phase défensive, avec un Caio Henrique qui fait piston gauche et qui redescend en latéral gauche pur lorsque l'équipe adverse attaque. À droite, on a Sidibé qui, malgré son titre de champion du monde, malgré tout ça, n'est toujours pas une garantie, une valeur sûre pour moi, malheureusement. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il serait sur la liste de l'Inter pour remplacer Hakimi. Bon, forcément, ça serait un downgrade assez important pour l'Inter si Sidibé venait remplacer Hakimi. Mais pour l'AS Monaco, ça serait quand même du bonus de pouvoir vendre ce joueur à qui il reste 1 an de contrat seulement à l'Inter. Et je pense que ce serait une bonne chose pour les deux. Il a, à mon avis, fait le tour de la question à l'AS Monaco. Il a beaucoup apporté, mine de rien. Je veux pas cracher dans la soupe. Mais il serait peut-être temps de laisser la place à un jeune ou de voir un petit peu ce qui peut émerger. On a un Ruben Aguilar qui est en manque de confiance sur une pente un peu descendante. Peut-être ça serait aussi le moment de le relancer, sachant qu'il est arrivé avec beaucoup d'espoir à Monaco. Voilà un petit peu où va se situer la question pour la saison à venir. Cette rigueur défensive. Disasi Badiachil, j'ai commencé rapidement à l'évoquer. J'ai toujours autant de doutes. Pareil, le gardien numéro 1, soi-disant Nubel, mais il a un jeu au pied qu'on a vu un petit peu défaillant. J'espère que ça va se régler, mais je pense que Monaco va encore avoir des soucis défensifs qui ne seront pas réglés du jour au lendemain. Et ça m'étonnerait pas non plus de voir arriver dans la concurrence par exemple un Pavlovic ou un Matsima aussi. Pourquoi pas essayer de bouger un petit peu, de tenser un petit peu la charnière d'Issazi Badiachil qui est pas source de garantie. Voilà. En attaque, je me fais beaucoup moins de soucis. Clairement, on a un Golovin derrière qui alimente les attaquants. On a des joueurs de couloir qui peuvent être extrêmement rapides. Crépin Diatta, on attend beaucoup de lui aussi, on espère qu'il va continuer à progresser. On voit aussi un Gelson Martins très intéressant sur la prépa. Ça augure de bonnes choses offensivement. Il faudra voir aussi comment le coach va pouvoir gérer le rythme, parce que quoi qu'il arrive, Monaco devrait jouer à minima l'Europa League, va la jouer. Et au mieux jouera en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc ça va être beaucoup de matchs, un match tous les 3-4 jours. Il va falloir gérer l'effectif, garder tout le monde motivé, et ça on sait que ça peut être compliqué, très très compliqué. À garder tout le monde motivé, on l'a vu avec Rennes la saison dernière, qui a galéré comme pas possible en Ligue des Champions.
Lille aussi, il y a quelques saisons en Ligue des Champions, c'était compliqué. Ça serait bien pour le championnat français et pour la France d'avoir au moins une autre équipe compétitive en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Voilà, je vous avoue que je mise un peu plus sur Monaco que sur Lille cette saison. Si Monaco se qualifie en Ligue des Champions, bien sûr, je pense que Monaco pourrait être assez intéressant, mais attention à pas laisser des plumes en championnat en essayant de jouer à fond la Ligue des Champions. Parce que même si l'effectif est assez stable et ambitieux, avec des postes quasi doublés, il faut voir si ça peut tenir sur la longueur. Il faudra voir les blessures aussi. On sait qu'il y a un certain passif dans l'équipe au niveau des blessures. Donc ça fait beaucoup d'interrogations. J'ai quand même bon espoir et s'il y a un joueur à mon avis à suivre cette saison du côté de l'AS Monaco, c'est, je viens de le dire, c'est Boadou. Vraiment, ce gamin, on sait pas trop jusqu'où il peut aller. Perso, moi, je le vois meilleur que son compatriote de paille, par exemple, qui a quand même été assez, bien qu'irrégulier, mais qui a marqué l'Olympique lyonnais pendant son passage. Je vois Boadou plus fort. Donc vraiment, des grosses attentes autour de lui. Il faudra pas le lancer trop tôt, parce qu'il y a quand même encore Voland, Ben Yedder qui sont un duo assez exceptionnel. J'ai plus les statistiques en tête, mais l'année dernière, c'était quand même impliqué sur au moins 50 buts monégasques minimum. Donc, grosses attentes au niveau de Boadou, qui va se faire sa place doucement. Mais j'espère qu'on le verra assez régulièrement tout de même, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. À mon avis, ça risque de régaler. Et maintenant, la dernière partie de ce preview sur l'AS Monaco, la place, le classement final pour l'AS Monaco. Alors là, euh, j'ai un peu galéré, mais dans mon classement, ma tête, on publiera le classement de chacun des membres de la Saint-Étienne, le classement prévisionnel qu'on voit. On publiera chacun notre classement d'ici quelques jours, de la première à la 20e place. Alors moi, dans mon classement, je vois l'AS Monaco pareil que l'année dernière, à savoir troisième. Pourquoi troisième? Parce que déjà, d'une, vous imaginez qui sera champion. Je vois pas comment le titre pourrait leur échapper. Mais comme je disais, on y reviendra, je laisse un peu de suspense. Et je vois une autre équipe s'immiscer à la deuxième place, une équipe qui aurait pas forcément le poids d'une coupe européenne, qui pourrait du coup jouer à fond la carte championnat et qui aurait un effectif assez ambitieux. Donc je me mouille pas pour l'instant, vous verrez bien dans les prochaines previews et dans notre classement de qui je parle, mais je vois l'AS Monaco troisième. Je les vois avec un petit peu d'irrégularité, capable de score assez fleuve, mais toujours ce problème, cette perméabilité défensive. Voilà, je sais pas trop si ça correspond à l'ambition des dirigeants, même si ils ont dit qu'ils souhaitaient au minimum faire le même résultat que l'année dernière. Sous-entendu, deuxième, ça sera encore mieux. Je pense que premier, ils se font pas trop d'espoir, mais au moins deuxième pour être qualifié directement pour la Ligue des Champions, même si l'année prochaine, il devrait y avoir 3 représentants directs qualifiés. Voilà. Donc l'AS Monaco, troisième. J'attends peut-être vos réactions, les supporters monégasques aussi, à vous d'avoir votre mot et de dire ce que vous en pensez un petit peu. On vous attend à la fanbase. Je sais qu'il y en a beaucoup, qu'il y a des fan clubs même, des groupes de supporters même dans les Antilles. Du coup, voilà, il y a une grosse base et on le voit sur les matchs à l'extérieur. C'est assez paradoxal, mais il y a beaucoup, ils remplissent souvent le parquage visiteur, tandis qu'à Louis II c'est beaucoup plus compliqué, on le sait depuis des années. Donc voilà, supporters et amis monégasques, si vous avez des commentaires sur cette preview sur l'AS Monaco version 2021-2022, allez-y, lâchez-vous avec vos Dagemonegu, avec, avec vos commentaires, vos remarques, vos avis aussi sur le recrutement du club. Et pareil, est-ce que vous les voyez troisième, plus haut, plus bas? À vous de nous dire tout ça avec la Synthé Team. N'hésitez pas sur tous les réseaux sociaux. On vous attend. En attendant, bonne chance pour la qualif, pour la Ligue des Champions. Ça va se jouer à pas grand chose avec le Shakhtar.
Et bonne chance pour la suite du championnat, pour la fin du mercato aussi. On espère qu'il n'y aura pas de départ surprise de dernière minute. Voilà. À bientôt les amis.